introduire tranquillement. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez déjà? Alaikum Ah ouais, ouais, c'est bon. Ouais, ça va, tranquille ou quoi? salam. Taïb. Donc, normalement, donc la première sœur qui va intervenir, euh, c'est une sœur qui est en Arabie, après une sœur qui est aux Émirats. Donc, et où la sœur là? Je crois qu'elle n'a pas compris le système, comment ça se passe. Bon, bref, non, je vais intervenir. Là, le premier sujet que tu vas aborder, c'est quoi du coup? Ouais, je vais introduire déjà. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Alors, aujourd'hui, désolé, je suis malade. Aujourd'hui, on va parler de deux thématiques très importantes et j'ai voulu aborder ces thématiques euh, toujours par rapport aux événements qui précèdent les lives. Alors, on avait parlé la fois dernière, pour ceux qui ont suivi dans les stories, on avait parlé du voile, etc. Et il y avait certaines sœurs, elles faisaient comprendre en quelque sorte que le voile, on va dire qu'en France, c'était voilà, assez compliqué de mettre le voile, oui, c'est vrai. Mais en gros, elles essayaient un peu, malheureusement, inconsciemment, de faire comprendre que lorsque tu mets le voile, c'est comme si ta vie s'arrêtait et que, en grosso modo, le voile était un rempart aux études, à l'apprentissage, euh, à la vie du travail, etc., etc. Donc, j'ai eu l'idée de mettre en place, justement, de faire un live, où dans ce live, des sœurs qui ont donc eu la même expérience qu'elles, qui sont notamment, ou peut-être mis le voile à l'encontre de leurs proches, à l'encontre de leur famille, à l'encontre même parfois du mari, etc. Et malgré ça, elles ont réussi à s'en sortir dans la vie. Et le but est de montrer que le voile n'est pas un frein à la bonne émancipation de la femme, comme malheureusement la société veut nous le faire croire. Également, l'autre thématique serait de parler notamment de la femme musulmane qui ferait la hijra toute seule. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? Parce que c'est des sujets qui sont étroitement liés. On pense souvent qu'une femme, lorsqu'elle est seule, elle ne peut pas s'en sortir. Beaucoup de frères, malheureusement, il faut aussi comprendre ça à leur épouse, que oui, si tu divorces avec moi, bah, tu vas pas t'en sortir, tu vas te retrouver dans la galère avec tes enfants, etc., etc. Et plusieurs sœurs, parfois, il y a des sœurs qui sont mariées, elles ont des maris qui ne veulent pas faire la hijra, et après ça, est-ce que là, vous m'entendez? Là, vous entendez, là? Moi, je t'entends. D'accord.
Salam alaikum. Euh, Kylia, tu m'entends? Ouais, moi je t'entends, hein. D'accord, là ils entendent, ouais, tout le monde entend, c'est bon. Donc, j'ai proposé à ma grande sœur Kylia de participer à ce live. Pourquoi? Parce que je pense que en tant que femme musulmane, son expérience peut profiter à beaucoup de sœurs. Donc malheureusement, la sœur qui voulait intervenir a eu un souci. Khalil, Inch'Allah. Et il y avait beaucoup de questions, quoi. Il y a eu certaines questions qui ont été posées. J'ai demandé aux gens de poser des questions. Donc, il y en a certaines, Inch'Allah, qu'on va poser. Donc, je vais réinviter la sœur, là. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Ouais, Kylia, si tu as des choses à dire, Inch'Allah, avant qu'on Ouais, commence. du coup, j'ai raté un peu l'introduction. On a pu commencer par tout ce qui est travail, études, Bah, en entrepreneuriat, fait, etc. ça va être en fonction des sœurs qui interviennent. En fonction des D'accord, ok. Ok, ok. Bah là, il y a une personne qui est rentrée. Ouais, donc, Bismillah, notre sœur, si tu nous entends, on écoute ton... Vous m'entendez toujours là? Ouais, moi je t'entends, hein. Ouais. Donc, ma soeur, Bismillah, on t'écoute, hein. Tu peux nous faire part de ton témoignage et nous dire sur quel angle et quel axe tu voudrais. Ça a coupé. Je crois qu'elle a un problème. Là, voilà. Bref, khair, Inch'Allah. Les aléas du direct. Bon, en attendant, je vais te poser des questions Vas-y, bismillah. qui sont venues là, donc là, je crois qu'elle a un problème. Donc, pour les femmes, pour les sœurs voilées, quels sont les secteurs où la femme voilée est autorisée à travailler? Donc, euh, là, sa question, c'est, en fait, c'est elle demande religieusement ou en France ou. Euh, Franchement, je sais pas, ils ont pas précisé. Bah, en tout cas, après, tout, à partir du moment où tu travailles dans un cadre légiféré, que l'activité que tu fais, voilà, te mets pas dans une situation qui va amener à quelque chose qui n'est pas légiféré, que tout ce que tu fais, voilà, c'est dans les règles de la religion. Mhm, Après, tu peux travailler dans tous les domaines. Après, en France, bon moi ça fait longtemps que je suis partie, bon j'ai quand même vécu en France, ça fait longtemps que je suis partie, mais de plus mhm, en plus j'entends quand même il y a des personnes, je lisais encore des témoignages là il y a 2 3 jours, de personnes qui arrivent quand même à travailler dans des secteurs en France tout en gardant leur hijab, et même il y a des personnes qui étaient ingénieurs, etc., des choses comme ça. Donc c'est mhm, pas forcément sans dénigrer aucun métier, hein, c'est pas forcément que en étant femme de ménage ou quoi. mhm, Donc moi, je pense que faut pas te restreindre au niveau des secteurs d'activité, parce que ça, c'est souvent un problème, justement, c'est que, on se dit, bon, bah, on pourra faire que du ménage ou que telle chose, alors que peut-être que en France, c'est plus compliqué dans certains secteurs, mais aujourd'hui, on a mhm, des femmes qui arrivent à travailler dans des métiers même de cadre, etc. Donc, à partir du moment où il y a pas de problème religieusement parlant, il n'y a pas à se restreindre à être dans seulement certains métiers, quoi. mhm, mhm. Taïb, Inch'Allah. Taïb, donc là, il y a une sœur qui nous a rejoint. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Tu m'entends? Oui, oui, on t'entend bien, on Oui, t'entend bien. C'est clair la voix? Ouais, en tout oui, cas, moi, j'entends bien. D'accord, alhamdulillah. Donc, bismillah. Donc, je sais pas si tu as suivi le début, mais en fait, Bah non, en fait, justement, c'est ça le truc, c'est que je pensais que j'allais être invité depuis le début, mais enfin, je sais pas, j'ai pas eu la notification. Au khair, Inch'Allah. d'accord, il n'y a pas de Dommage. souci. Ouais. Je vais reprendre, Inch'Allah. Donc, j'ai expliqué que, donc, dans ce live, j'expliquais que dans ce live, le but ici, Inch'Allah, c'est de traiter de deux thématiques qui sont proches et très liées. C'est tout d'abord le fait que le voile n'est pas un rempart pour la femme dans la bonne émancipation, et également le fait qu'une femme toute seule
peut également faire la hijra parce que tu as certaines sœurs, tu as beaucoup de sœurs en France qui parfois désirent se marier, mais elles ne trouvent pas de mari qui partage les mêmes ambitions qu'elles, c'est-à-dire la hijra. Et au final, bah, elles restent en France et parfois, malheureusement, religieusement, on va dire, elles se consument. Alors que je pense que, bon, moi je suis pas une femme, mais je pense que le fait que certaines femmes, en tout cas, arrivent à surmonter l'épreuve de la hijra en tant que célibataire. Donc, Inch'Allah, nous on écoute l'axe et l'angle sur lequel tu voudrais intervenir. Est-ce que tu voudrais nous faire part par rapport à ces deux thématiques? Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc en fait c'était la thématique c'est de faire la hijra et d'être célibataire. C'est Ouais, ouais, ça les ouais. deux. Voilà, il y a deux Il y a ça, thématiques. c'est la première thématique. Et la deuxième thématique, c'est de parler du travail, du business. En fait, dans quoi aujourd'hui les femmes qui portent le hijab peuvent se lancer? Est-ce que c'est possible ou pas? Vu qu'il y en a beaucoup qui se disent aussi, qui éteignent toute ambition en elles, vu qu'elles se disent, bon, bah, à partir du moment où je porte le voile, vu que je vis en France, de toute manière, c'est bon, je peux plus faire d'études, je peux plus travailler, je peux plus rien faire, quoi. D'accord. Bah en fait personnellement en tant que muhajira, bon c'est vrai que j'ai à la base j'ai fait la hijra, j'étais mariée. Bon c'est plus le cas, mais personnellement je trouve pas que ça le fait d'avoir été mariée et comment dire, bien sûr que ça facilite pour bouger, mais bon enfin dans ma hijra personnellement à moi. Alhamdulillah. Bon, après, j'ai fait des études en France, en fait. Je suis convertie, donc j'ai fait des études avant, Qadar Allah, avant de me convertir. Et donc, je me suis convertie quand j'étais en année de master, en fait. Et donc, j'ai arrêté mon master, donc j'ai une licence. J'ai une licence. Et j'ai aussi la chance, alhamdulillah, Qadar Allah mashafa'al, de parler anglais, en fait, d'avoir habité dans un pays anglais quand j'étais plus jeune. Donc, en fait, j'avais ces compétences-là. Je suis bilingue anglais. Donc, je vous donne un peu le contexte pour que vous compreniez. Et aux sœurs, parce que, en fait, ce sur quoi je voudrais un peu, comment dire, mettre... L'accent. Enfin, oui, l'accent, voilà, merci. C'est l'importance quand même des études. Voilà. Et alors, et des langues, de la langue anglaise surtout. La langue arabe, bien sûr, ça c'est une obligation dans le dîn, donc de toute façon, voilà quoi. Mais la langue anglaise, enfin une autre langue, je dirais l'anglais en fait. C'est un outil clé, une compétence clé, même si on ne l'enseigne pas. C'est-à-dire pour travailler en entreprise, pour avoir une compétence additionnelle, etc. Surtout dans les pays du Golfe. Donc moi personnellement, en fait, quand je suis arrivée j'étais en Égypte. Au bout d'une année en fait, j'ai vu, et faut être aussi actif dans les recherches de travail, dans ça, en fait, les sœurs faut vraiment pas se croiser les doigts. Et moi, c'est ce que j'avais trouvé par rapport à la communauté française en Égypte, c'est qu'ils étaient très très passifs et très en attente que les choses viennent à eux. Par exemple, quand j'ai travaillé avec mon mari à l'époque, donc on est devenu prof de français. Sur le tas, hein, franchement, on n'avait pas du tout. On est français natifs et tout. Moi, j'avais une licence, lui, il n'en avait pas. Et j'ai dit, vas-y, viens et tout. Il y a un taf et tout. Viens, on essaye. Non, moi, je suis pas compétent. C'est pas grave, on va apprendre, t'inquiète pas et tout. Finalement, alhamdoulilah, ça s'est passé comme ça. Donc déjà, pas avoir froid aux yeux pour de se lancer dans quelque chose. Qu'est-ce que je voulais? J'ai perdu le fil de la pensée. Attends, c'était quoi l'histoire? Oui, donc je vous avais dit que... Oh, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Désolée. Oui, mais tu disais qu'en Égypte, les gens, ils étaient très passifs. Ah oui, voilà, c'était ça. Et donc, en fait, quand j'ai travaillé et tout... on t'entend de loin, hein. Moi, je t'entends de loin, en tout cas. Oui, moi aussi, je m'entends de loin. Et là, donc, en fait... ça va, moi, c'est clair. Mais on t'entend de loin un peu. Donc en fait, ce que je disais, c'est que les gens ils me demandaient, comment t'as trouvé ton travail, mais comment on fait, mais comment ceci, comment cela, mais moi j'étais tout simplement, bon à l'époque c'est vrai, ayant l'anglais, j'étais sur des groupes de muhajirin, c'était à l'époque des groupes sur Hotmail, il y avait des groupes, comment ça s'appelle? C'est un peu comme les groupes Gmail, mais je sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire qu'on crée un groupe où à l'époque, ouais. Mais même sur Gmail, ils ont ce système. Bah, ça existe toujours. Hein. Ils ont ce système-là, c'est-à-dire qu'on fait un groupe, en fait. Faites attention parce qu'on peut vous voir. On vous voit. Oula. Oh là là, ouais. C'est Barakallahu fik. Et donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire?
Pourtant, j'ai mis un truc. Oui, et donc en fait, ces groupes-là, c'est des groupes où quand on envoie un email, ça envoie un email à toutes les email adresses qui sont dans ce groupe. Donc en fait, ça permet de communiquer comme ça. Et donc c'était un groupe anglais et comme ça, les gens ils s'entraidaient, ils se posaient des questions, etc. sur un peu tous les pays musulmans. Et donc en Égypte, il y avait une sœur qui avait mis l'annonce. Voilà, il y a une école internet qui s'ouvre et ils cherchent des profs. Ils n'avaient pas mis français. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a français? Elle m'a dit ouais, je pense. Vas-y, va voir et tout. J'ai été et finalement c'est passé comme ça. Donc faut y aller au culot, faut chercher, il faut se bouger, il faut envoyer son CV, il faut faire son CV déjà, il faut un peu être faut être actif en fait. Moi je pense que un des gros dans la vie en général ça vient du din hein, qu'il faut faire sebeb et après Allah il nous aide. Donc faire sebeb, faire dora bien sûr, ça c'est les doras, c'est la première chose et faire sebeb. D'abord faire dora et aussi faire sebeb, c'est-à-dire se bouger. Donc se bouger, faire sebeb, ça vient pour les musulmans qui soient femmes ou hommes, c'est-à-dire s'équiper de compétences, surtout les jeunes là maintenant, qui ont énormément de facilité. Avec le corona, la bonne chose qui s'est passée, c'est que tout est en ligne maintenant. Il y a énormément de formations en France qui étaient soi-disant impossibles d'avoir en ligne à mon époque. Ah non madame, on fait pas ça en ligne. Non madame, on fait pas ça en ligne. Et alors que maintenant, ça y est, il y a plein de licences, de masters, etc. Après ça, c'est une voie, la voie académique. Il n'y a pas que la voie académique. La voie académique, c'est bien et c'est en même temps, bon, c'est un petit peu, voilà quoi, c'est un petit peu aussi restrictif. Après, chacun son truc. Moi, une autre chose que je conseillerais, c'est de faire la hijra où cela nous est facilité. C'est-à-dire arrêter de penser il faut absolument que j'aille à Mecca, il faut absolument que j'aille à Médine, il faut absolument que j'aille en Arabie Saoudite. Si c'est pas l'Arabie, moi je l'ai entendu combien de fois. Si c'est pas Médine, je ne bouge pas. Mais c'est quoi cette logique? Cette logique vient d'où? Elle ne vient pas du din, elle ne vient pas. Allah il nous a pas imposé des difficultés, mais la hijra c'est une obligation. Pour ceux qui peuvent le faire. Donc voilà. Donc par exemple, nous, au début, on voulait aller au Yémen. Après, c'était un bazar. Enfin, c'était très compliqué et cher en plus. Et du coup, en parlant à des sœurs, il y a une sœur qui m'a dit, tiens, il y a l'Égypte et tout, et c'était archi pas cher à l'époque. Et c'est clair que ce n'était pas notre destination. Quand je le disais à mes copines, c'est là, ouais, l'Égypte, c'est craignos et tout. Mais finalement, alhamdoulilah, quoi. En fait, je pense que et c'était, pour vous dire la petite histoire, c'était ma dora quand je me suis convertie au début, c'était de vivre à Médine. Je faisais plein de dora, on a envoyé le dossier pour être à la Jamia Islamia, etc. Il n'y a rien qui a marché. Et finalement après, voilà, on est parti en Égypte. Et après, j'ai oublié cette dora. En fait, alhamdoulilah, j'étais dans un pays musulman, ça y est, je me prenais plus trop la tête. J'étais partie. Et finalement, après, au bout de 3 ans et demi, j'ai trouvé un travail aux Émirats. Après les Émirats, Qadarallah, j'ai trouvé un travail à Riyad. Et de Riyad, j'ai trouvé à Médine. Donc, subhanallah, c'est vraiment comme quoi on fait dora, on ne sait pas quand est-ce que ça va se réaliser. On ne sait pas si ça va se réaliser, si c'est un bien. Attendez, pour vous dire, si vous appuyez sur votre écran, il y a une caméra, vous appuyez sur la caméra, ça va mettre la photo de votre profil. Vous appuyez sur votre écran. J'ai peur là de toucher au téléphone, du coup. Bon, vous pouvez laisser comme ça, mais moi, c'est pour vous dire, parce que moi, je viens de le faire, là, par exemple. Moi, j'arrive pas, je vois pas ce que tu as fait. Tu appuies sur l'écran, il y a la caméra. Tu appuies sur la caméra pour enlever la caméra. Non, je préfère laisser le papier dessus parce que là, Ouais, c'est pas grave. C'était ma première live. Sans indiscrétion, vous travaillez dans quel domaine, si c'est pas indiscret? Alors moi, oui, voilà. Donc alors voilà, vous avez demandé effectivement, c'est quoi quels sont les comment dire les domaines dans lesquels les sœurs pourraient travailler. Alors déjà il y a l'enseignement, donc il y a pour moi c'est l'anglais, mais c'est très exceptionnel, c'est vraiment, en tout cas c'est exceptionnel dans les pays du Golfe parce que ils veulent en général que des locuteurs natifs, donc ils vont prendre des Anglais, des Américains, etc. Et après si c'est pas natif, ils vont prendre plus dans les pays des Égyptiens, Jordaniens, même Indiens, parfois Pakistanais. Ils prennent la moins chère. Pas forcément. Alors c'est pas oui et non parce que des fois il y en a qui ont des bons salaires aussi, même qui sont en général ils sont moins bien payés. Mais alors ils vont prendre peut-être un arabe qui parle avec un accent quoi. Mais par exemple une française ou on va dire une allemande ou une italienne qui serait très très bonne en anglais parce que elle a habité des années dans un pays anglais par exemple ou je sais pas moi. Mais elle a pas la nationalité, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une question de visa en fait. Pour sortir les visas, c'est compliqué.
dans le ministère, ah bon, une Italienne qui va enseigner l'anglais, bah non, on n'a pas en fait, on n'a pas des visas pour. Ils ont beaucoup de règles contraignantes qui les contraignent eux-mêmes en fait. Donc ça c'est voilà. Mais sinon, bah il y a le pour ça prof d'anglais par exemple. Si bon après il y a très peu de Françaises qui seraient prof d'anglais, je pense. Mais on va dire, bah il y aurait le Maroc, il y aurait l'Algérie, hein, je pense quand même. Voilà, surtout en venant avec une. Voilà. Après, au Maroc, c'est demandé en tout cas. Au Maroc, ceux qui viennent avec un diplôme d'enseignant, peu importe la matière, voilà, il peut avoir un très bon salaire. Voilà. Et c'est pas forcément. Après, je ne sais pas, hein, parce que France c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas le CAPES, hein, j'ai fait licence. Après, pour vous dire aussi, j'ai repris mes études et j'ai fait un master après en sciences de l'éducation. Donc, c'est pour vous dire aussi que ça, c'était à 30 ans passés, vers 32 ans à peu près. Et donc, les formations continues, ça se fait. Il faut pas non plus se dire, ça y est, j'ai pas fait mes études, j'ai 27 piges ou j'ai 30 ans, c'est mort. Non. Franchement, non. J'avais mes 3 enfants et qui étaient assez jeunes. C'était pas facile, mais Allahumma barak, je l'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, perdez pas espoir. J'ai repris mes études à 29 ans. Il y a 3 voilà, ans, j'ai donc repris mes études. Voilà. Là, Ouais. là, je suis en train de finir, là, alhamdulillah. Et ma soeur aussi, elle a repris ses études. Elle a repris ses études. On a repris la même année et elle est en train de finir. La même année, on finit la même année. Alors, pourquoi je parle d'études? Parce que ici, en tout cas, dans les pays du Golfe, et je pense aussi pour le Maroc et l'Algérie, si vous voulez avoir un salaire qui est correct, il va falloir avoir des diplômes. C'est-à-dire que le papier, c'est trop important. Et dans les pays du Golfe, il y a même pas, faut même pas penser, en fait, en venant de France, hein, je vous parle en venant mais même carrément, je connais des sœurs qui sont ici, en fait, par exemple, qui ont un business visa, j'en connais une, et qui est américaine. Eh bien, elle a des difficultés à trouver un travail parce qu'elle ne peut pas montrer sa licence. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, ça coûte $40 000 pour avoir une licence. Donc, elle l'a faite, mais elle n'a pas tout payé. Donc, ils veulent pas lui donner le diplôme papier aux États-Unis. Bref. Et donc, ici, en fait, elle a les compétences, elle a l'expérience même. Elle est native, mais ça pose un problème. C'est pour vous dire que même une native qui n'a pas le diplôme papier, dans les pays du Golfe, c'est quelque chose, c'est une réalité. Il faut la connaître. Et voilà, faut pas être perché là-dessus, tu vois. Moi, je l'ai vu. Moi, quand je suis parti au Koweït, moi, c'est justement ça qui m'a motivé à reprendre mes études. Oui, en d'accord. 2004, je suis parti au Koweït pour chercher du travail. Ils étaient étonnés de voir un Français qui n'avait pas de diplôme. Pour eux, ça passe pas dans leur tête. Voir un Français qui n'a pas de diplôme, c'était étonnant. Dans tous les endroits où j'allais, à chaque fois, ils me demandaient c'est quoi ton diplôme, c'est quoi ton diplôme, c'est quoi ton diplôme. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à reprendre mes études. C'est vraiment important. Faut pas négliger les études. En plus, on a la chance en France, on a la chance, hein, je le dis tout le temps, on a la chance. Vous qui vivez en France, sachez une chose, c'est que les études en France, c'est gratuit. Moi, je suis parti en Angleterre. Franchement, je dirais la même chose. Ouais, c'est cher. Je suis parti en Angleterre. J'ai voulu reprendre mes études en Angleterre. Je suis parti en Angleterre. J'ai vu qu'ils faisaient des crédits pour aller à l'université. Ils faisaient des crédits. En France, Allah, il nous a donné cette chance. Aller à l'école. Moi, franchement, je savais pas combien c'était une chance de pouvoir aller à l'école gratuitement. Mais au Maroc, je paye mes études. Et en plus, c'est même pas le niveau de la France. Donc, franchement, vous qui êtes en France, reprenez vos formations. Si vous n'avez pas de diplôme, hein, si vous voulez passer par la voie académique, on vous donne de l'argent pour que vous étudiez. C'est vraiment un bienfait énorme. Alors moi, par rapport à ma reprise d'études, ça s'est passé, c'était autofinancé, mais ça reste toujours très très raisonnable. C'est-à-dire que ça équivalait à peu près à 1 000 € l'année. Donc bon, c'était raisonnable, alhamdulillah. Tout ça pour avoir un master. Le doctorat, c'est pareil. Bon, je l'ai pas fini parce que j'étais plus du tout motivée. Après, j'en avais marre. Mais pareil, c'était quoi, 1000, non peut-être vous m'entendez? Ouais, on entend, ouais. Ah pardon, parce que je vois des choses qui bougent sur l'écran. Bon, c'est pareil, ça devait être dans les 1 500 € quoi. Bon après le doctorat, voilà, c'est un autre délire. Ça sert pas forcément. C'est vraiment si après faut publier beaucoup, donc ça veut dire qu'il faut vraiment être passionné par ça. C'est pas un truc que je conseillerais forcément. Bon, enfin ça dépend. Après voilà, il y a les études académiques, il y a les études aussi académiques, mais par exemple dans le business, donc dans le commerce.
ça, c'est des choses intéressantes. Il y a plein de choses nouvelles maintenant qui se font. Alors, faut être à la page maintenant dans tout ce qui est peut-être qui touche à l'informatisme, informatique, graphisme, les choses comme ça. Je sais pas faire des sites web, mais après, je crois qu'il y a quand même un paquet de sœurs maintenant qui est là-dedans. Mais bon. Ouais, je trouve qu'il y a trop de monde dans le monde de l'informatique, design, etc. Ouais. Mais après, voilà, et c'est tellement pas cher en fait. Il y a du monde. Ouais. Non, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de sites web où on paye 5 € et un gars d'Inde, il va vous faire votre site, qu'en fait, c'est pas très très rentable. C'est ça aussi, il faut voir qu'est-ce qui est viable dans le sens. Moi, vraiment, un truc que je conseillerais, si c'est par exemple tout ce qui est nutrition, parce que les gens n'arrêteront jamais de manger et il y aura toujours des problèmes de poids et c'est vraiment un gros problème et c'est de pire en pire et donc des gens qui veulent prendre, des gens qui veulent perdre, des gens qui veulent être healthy et c'est un job qui, si vous avez votre clinique, il n'y a pas de retraite, vous pouvez toujours continuer. Surtout dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, voilà, exactement. Les pays arabes, même le Maroc, même les pays du Golfe, c'est encore pire. Le Maroc, ça va, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais j'étais vraiment étonné du taux d'obésité, au Koweït, c'est le pire, le Koweït. Au Koweït. Ouais, c'est un truc de fou, le Koweït. Voilà. Ouais, ils ont vraiment un taux d'obésité qui est vraiment élevé, c'est malheureux. Oui. Il y a ça, donc, il y a des, faut explorer un peu, chercher, voir les besoins du pays. Voilà, c'est des, voilà. Mais pareil, en tout cas pour les pays du Golfe, sans l'anglais, c'est mort. Parce que même, il faudrait un arabe qui soit tellement courant, mais pas un arabe fousra. C'est pas le fousra qui parle. C'est-à-dire que ça va être, et en général, on parle pas le fousra comme les chouyours parlent le fousra dans les cours. Donc, c'est un arabe qui reste quand même très limité. Quand on, par exemple, il y a des sœurs qui m'ont demandé, oui, j'ai un master, etc., ou est-ce que je peux enseigner à l'université? Je dis, bah oui, mais est-ce que tu parles un arabe assez courant pour faire des cours? Imaginez un Français en France, le niveau universitaire, un prof d'université. On ne parle pas d'un prof en primaire ou en maternelle. On parle des cours universitaires. Ce n'est pas possible d'arriver avec un Français cassé. Donc, ou limite très très limité. Donc c'est pareil, c'est des choses, il faut être un petit peu conscient. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je dis, il faut pas se mettre des difficultés où il n'y a pas besoin d'en avoir. C'est-à-dire que pourquoi aller, par exemple, au Koweït ou en Arabie, si vous pourriez faire dans un pays où il y a qui est francophone, voilà, par exemple. Voilà. Moi, j'ai beaucoup eu j'étais beaucoup bloqué avant sur les pays du Golfe pendant plusieurs années. Les gens qui sont bloqués sur les pays du Golfe, je les appelle les golfeurs. J'étais beaucoup bloqué sur les pays du Golfe et avec du recul, franchement, je regrette pas d'être au Maroc. Parce que parfois, quand je vois le coût de la vie, quand je regarde plein de facteurs, je me dis en vérité, je peux avoir le même standing de vie. Je peux avoir le même standing. Voilà, je peux avoir le même standing de vie ici sur Tanger, parce que Tanger c'est une très belle ville avec un standing de vie. Voilà, en plus c'est le patron de la France, en plus voilà, on a le temps quand même qui est pas mal, etc. Parfois c'est vrai que faire une fixation sur les pays du Golfe, parfois je pense que c'est pas forcément. C'est très limitatif, on dépend d'un travail, si le travail on le perd, on se fait dégager. C'est quand même très stressant. Le coût de la vie est très élevé, ce qui fait qu'effectivement, on peut pas forcément payer à ses enfants certaines activités. Ça dépend en plus d'où on se trouve. On peut se retrouver dans une ville un peu paumée où il n'y a pas grand-chose à faire. Donc tout ça, et c'est vrai que quand je vois, surtout en Arabie, que maintenant il y a les taxes. Alors les taxes, il faut savoir. Bon, une femme célibataire, ça n'a rien à voir. Mais si elle vient avec des enfants, les taxes, c'est 100 € par mois par tête. Sauf la personne, la personne qui a la tête de l'Iqama, mais tous les dépendants de cette personne, 100 € par mois par personne. Et c'est pas payable par mois, hein. C'est payable. Là, maintenant, alhamdoulilah, ils viennent de changer un peu parce qu'avant, c'était une fois par an. C'est-à-dire qu'il fallait une fois par an payer 5, 6, 7 000 €. Il y en a plus même. J'en connais des familles nombreuses, c'est presque du 10 000. Donc, c'est des sommes de malades. Parfois, trop. voilà, c'est-à-dire qu'après, la qualité de vie, elle en pâtit beaucoup, mais les adultes, nous, on patiente, mais les enfants, nous, on patiente, on aime bien même, non, c'est bien, c'est pas, mais on remarque pas que nous, nos enfants, après, je dis pas de les pourrir gâter, c'est pas ça, c'est pas une question de ça. C'est,
en tout cas, comment dire? En fait, ça peut créer des carences chez les enfants, quoi. Voilà, un petit peu. Alors que, par exemple, ailleurs, ils pourraient faire des activités. Par exemple, c'est un truc, ça, c'est qu'en Arabie, pour les filles, elles n'ont jamais fait de sport à l'école. Moi, ma fille, jamais, elle a fait de sport à l'école. Et je le vois, la différence entre par exemple, si on fait une séance de sport, ça n'a rien à voir avec une fille normale de France ou du bled, je pense. Et donc c'est des petites choses, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est des choses qui vont changer. Mais pour recentrer recentrer un peu, on va dire, live, vous qui vivez en Arabie Saoudite et toute seule, est-ce que pour vous, si sans indiscrétion, je vais vous poser des questions, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas toute seule et est-ce que pour vous, pour une femme toute seule, la hijra, c'est insurmontable? Qu'est-ce que vous conseillerez à des sœurs qui sont dans votre cas, qui sont divorcées avec des enfants? Non, même pour un pays en général, pas forcément pour l'Arabie Saoudite, de manière générale. L'Arabie, comme je vous dis, c'est tellement difficile. En fait, on vient ici par un iqama, d'accord? Donc, soit l'iqama. Alors, soit c'est un visa. Non, on peut venir ici aussi par un business visa. Mais business visa, ça veut dire, c'est très compliqué pour sortir, je crois, tous les 3 mois, un truc comme ça. Je suis pas trop au courant, mais c'est compliqué. Les enfants peuvent pas aller. Ah non, je crois qu'ils peuvent pas aller à l'école. C'est avec un iqama qui vont à l'école. Donc après comment dire, il y en a il y a des Français qui ont acheté l'iqama, mais après ils l'ont acheté en fait. C'est pas forcément légal, mais en tout cas ça leur donne le permis de résidence, mais en fait ils travaillent pas. C'est pas comme, en fait quand on l'achète à un pseudo employeur, mais ils l'ont acheté. Donc en fait après ils doivent faire des allers-retours en France, des choses comme ça pour subvenir à leurs besoins voilà. Et les besoins de l'Arabie, ce ne sont pas les besoins du Maroc. C'est des loyers qui sont chers, les voitures, tout, la bouffe, elle est chère ici, c'est cher, quoi. Donc voilà. Maintenant, après, il y a des sœurs qui sont venues, j'en connais pas trop, mais peut-être qui sont venues avec un taf, c'est un boulot. Donc en fait, dans ce cas-là, on est pris de l'étranger et ça dépend, faut aussi négocier son salaire, etc., etc. Et parfois, ça peut être, si j'en connais une par exemple. Mais étant célibataire, ça va. Par contre, si elle aurait 3 enfants, ce serait pas trop possible. Ou ce serait difficile. Donc ça dépend en fait. Voilà. Célibataire, je veux dire sans enfants. Non, je parle de l'Arabie. Oui, je parle de l'Arabie. Je dirais qu'un salaire de... L'Arabie Saoudite, on dirait que c'est très compliqué pour vivre là-bas maintenant. C'est compliqué, il y a beaucoup de dépenses, il faut savoir il faut poser un loyer de 6 mois dès le départ, c'est tous les 6 mois qu'on paye le loyer. Sans voiture, c'est pas possible, c'est une galère, c'est trop cher le taxi, trop cher. Donc c'est moins cher que la France, c'est sûr. Une femme célibataire là-bas, vous conseillez ou pas? Si elle a trouvé un boulot, si elle a été employée de France, c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. Mais s'il y a pas ça d'acheter un iqama, non, c'est pas viable. Enfin, je vois pas. Allahu a'lam, mais bon, vraiment, je replace parce que moi, je connais, et ça fait, voilà. Vous m'avez demandé combien de temps ça fait que je suis là, et ça fait 13 ans que je suis là. Donc, je connais très bien le pays, Allahumma barak, et voilà, je trouve que c'est une difficulté qui est pas, et moi, j'en connais, qui ont galéré ici, qui sont venus, j'en connais, et aussi, non, la deuxième difficulté, c'est aussi que un iqama pour une femme seule, c'est extrêmement difficile à avoir. Je parle de celles qui achètent. Donc moi, j'en ai connu. Alors il faut poser presque dans les 10 000. Combien on a posé? 5, 6, 7 000 euros, je sais plus. Ça, c'est les iqamas qu'on achète. Ah oui, c'est énorme. Et quand on voit ce qu'on peut faire, énormément. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Voilà. Non, c'est ça. C'est des choses. Il faut bien choisir le pays où on va. Il y a des pays où il y a des facilités et il faut pas hésiter du coup à aller vers ces pays-là. Voilà. La facilité, c'est la facilité. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une période. Bon là, ça commence à se calmer, mais il y a 6, 7, 8, 9 ans, c'est vrai que tout le monde parlait d'Arabie Saoudite, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'Arabie Saoudite c'est plus l'Eldorado comme ça l'était avant. Avant, oui, déjà. Maintenant, il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Voilà. C'est vrai que malheureusement, le côté religieux, il commence à s'amoindrir. Le côté commence à... Oui, mais après, ça c'est pareil. Si on va comparer avec les autres pays musulmans, avec le bled, avec le Maroc, c'est pareil partout.
Voilà. Donc après, ça dégoûte un peu, c'est sûr. Mais ça, par contre, ça n'empêche pas du tout de vivre son dîn pour l'instant comme on le veut. Allahumma barik. Il y a quand même la majorité des Saoudiennes, en tout cas Médine, qui sont toujours vêtues correctement, alhamdulillah. Voilà. Après, bon, c'est sûr que oui, il y a des hijabs qui sautent, il y a des voilà, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. Et au quotidien, oui. pour faire vos courses, etc., toute seule. Oui. Et je pense que vous êtes avec vos enfants là-bas. C'est pas contraignant. Non, du tout. Bon, après, c'est comme, non, c'est un pays très, très moderne. Il y a pas de, moi, j'habite dans une grande ville, hein, Mehdi. C'est un pays très, très moderne. Il n'y a pas de souci. Surtout depuis que la femme conduit. Alhamdulillah, on a notre voiture. On n'est plus avec des chauffeurs. Justement, c'était un gros problème, ça. C'est de devoir utiliser des chauffeurs et d'être parfois seul avec le chauffeur. C'était pas un problème dans le sens, il y avait pas de problème dans le sens. Mais bon, il y a toujours un gars qui va te parler, même si c'est Uber ou machin. 1 sur 10 qui va quand même essayer bon, après, voilà, on n'est pas c'est bon, je suis pas je sors pas de ma grotte, c'est bon, je peux lui dire, c'est bon, j'ai pas envie de parler, et puis c'est tout, quoi. Ou répondre deux, trois mots, et puis ça y est, voilà. C'était pas que j'ai trouvé ça, choquant, un truc de fou. Mais c'était chiant, quoi. Et toujours, et puis c'est tellement cher. Et puis toujours attendre, nanani, nanana, des fois des galères, de ceci, cela, bon bref. Et donc voilà quoi, là maintenant, voilà. Alors ça c'est l'avantage maintenant, mais bon, c'est une réalité qui a toujours été dans le monde entier pour nous en fait, sauf en Arabie en fait. Voilà. donc voilà. Et comment dire, et donc c'est depuis qu'il y a ça, franchement, alhamdoulilah, c'est une grande facilité. En tout cas pour bouger. Et donc après, après le problème c'est les voitures. Acheter une voiture ici, les voitures d'Oka c'est souvent pourri. C'est-à-dire que il y a beaucoup elles sont toutes retapées et magnifiques de dehors, mais c'est compliqué. C'est très compliqué ça aussi. Alors voilà, donc avoir une bonne voiture qui va pas vous faire des galères étant célibataire, donc ça veut dire éviter d'avoir des gros problèmes de mécanique comme ça, voilà. Donc ça c'est pareil. Si dans ce cas-là on met l'argent pour acheter, ou soit on achète d'un autre expat, voilà, qu'on arrive à, ce qui est beaucoup plus courant à Jeddah, mais à Médine c'est souvent des vieux trucs. Entre expats c'est pas forcément des nouvelles voitures, donc des fois c'est des deuxième, troisième main, donc c'est pareil quoi. Bon alors après, voilà, c'est plein de petites choses, mais qui font que c'est pas facile en fait, et que moi je vois beaucoup de sœurs qui ont des voitures et bon, les problèmes mécaniques c'est courant, mais c'est leur mari qui gère, c'est leur mari. C'est pas une femme qui va se taper les garages quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide par rapport à votre caractère de femme seule? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide? Moi, je sais pas trop, mais autrement, je sais que, alhamdulillah, par exemple, on a des groupes WhatsApp en général dans chaque ville. Et donc, dès qu'il y a des familles en détresse, après, on sait pas tout le temps. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des sœurs, machallah, qui sont au courant et qui mettent, oui, voilà, je récolte de l'argent ou de la nourriture. Donc il y a je sais qu'il y a de l'aide comme ça. Après, est-ce que entre sœurs célibataires, j'avais entendu parler qu'il y avait un groupe WhatsApp. Je sais que, en fait, moi je suis dans un cas où ça fait pas très longtemps que. D'accord. Voilà. Donc en fait voilà. Donc j'ai pas, et puis j'ai mes enfants, ça y est, alhamdoulilah, ils sont grands, donc j'ai pas spécialement un besoin de trouver d'autres sœurs dans le. Mais il y en a, je sais il y a eu ce besoin puisqu'il y a une sœur qui m'avait demandé. Et je sais qu'elle avait créé un groupe d'entraide femmes célibataires, voilà. Donc après, je ne sais pas comment ça se passe dans ce groupe. Je ne sais pas s'il existe toujours, s'il est actif. Parce qu'il y a une sœur, elle a créé une association. Il y a une sœur qui est en Égypte. D'ailleurs, ceux qui veulent donner Fils Sabilillah peuvent aller. Il y a une sœur là en Égypte. Elle a créé un groupe, une association, Muhajirat. Elle vient en aide aux sœurs qui ont. Ah, machallah, très bien. Ouais, ça c'est important. Ça c'est des choses. Faut vraiment essayer de propager ces choses-là. Oui, c'est vrai que c'est important, quoi, machallah. Mais voilà. Du coup, un peu en conclusion, ce qu'il en ressort, c'est que pour les femmes seules, l'Arabie Saoudite, ça peut être un peu compliqué. Faut vraiment parce que l'Arabie, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Égypte de l'époque. Après, maintenant, je ne sais pas comment c'est l'Égypte maintenant. C'est pas la hijra en elle-même pour la femme seule, là que, par exemple, vous déconseillerez, c'est plutôt. C'est tellement cher, et pour rentrer dans le pays, il faut un iqama en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut aller au Maroc avec un visa et rester 3 mois, sortir et revenir et le visa est renouvelé. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas ces choses-là. En fait, c'est ça. C'est toutes les difficultés aussi. Au niveau des papiers. Faut avoir un travail. Ouais, parce que moi j'en ai connu une qui a acheté l'iqama.
Et c'était une galère pas possible. Je vous ai dit, des milliers d'euros qui sont partis, plus le gars qui a son kafil, ce qu'on appelle le kafil, c'est-à-dire le gars qui vous fait les qamal, le saoudien, qui lui a dit au bout de quelques mois, tu te débrouilles, tu trouves quelqu'un d'autre. Le sponsor, il lui a dit, tu te débrouilles, tu trouves quelqu'un d'autre. Donc elle devait relâcher encore 1000 ou 2000 euros pour trouver un autre. Donc des galères comme ça. Et ça, et en plus, sans la langue et tout, c'est compliqué. Donc c'est des choses, il faut vraiment être, voilà, et des problèmes administratifs en Arabie, moi je trouve que c'est sans travail officiel, c'est-à-dire venir avec un vrai iqama, pas un iqama acheté. Si c'est possible, oui, alhamdoulilah. Franchement, alhamdoulilah, c'est une très bonne expérience. Le mieux, je crois, j'ai l'impression en Arabie Saoudite, le mieux, c'est soit tu viens avec l'université ou soit même travailler. J'ai l'impression que c'est pas vraiment. Moi, je connais. Alors, vous avez demandé aussi quel domaine pour les femmes. Il y a maintenant le sport aussi. Nutrition, il y a le sport. Et je connais une sœur qui est coach sportive. Et Allahumma barak, eh bien, elle a trouvé dans une ville en Arabie Saoudite. Donc, elle est venue en tant que célibataire. Et là, alhamdoulilah. Donc, elle est venue avec la gym, la boîte qui la sponsorise. Et donc, il y a un logement avec tout ça. Bon, elle est venue, elle est célibataire, donc il n'y a pas l'histoire de la famille. Par contre, effectivement, dans ce genre de travail, il ne donne pas un iqama pour la famille. Donc ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que même si elle était mariée là, son mari ne pourrait pas se mettre sur son iqama à elle. Vous comprenez? Vous parlez de femmes célibataires, donc on n'est pas dans ce cas de figure parce que c'est des femmes célibataires. Mais voilà, par exemple, ça c'est une bonne chose. Donc elle a trouvé ça. Voilà, alors il y a l'enseignement, la médecine. Il y a des sœurs qui demandent infirmière. Non, infirmière en Arabie Saoudite, non. Ils saoudisent. Déjà, il y a la saoudisation, donc ils saoudisent ce travail. Et autrement, ils ne prennent jamais de françaises. Ils prennent des Philippines. Voilà. Et quelques Indiennes. Voilà. Même les Arabes, on voit pas trop. On voit pas trop d'Égyptiennes, des choses comme ça. C'est très rare. Et de toute façon, c'est saoudisé. Donc maintenant, ils poussent grave les Saoudiens à rentrer dans ce travail. Donc il y a beaucoup de Saoudiens et Saoudiennes infirmières. Et sinon voilà. Donc c'est des choses, c'est malheureux, mais pour les infirmières, des sœurs infirmières, etc. C'est pas non plus. Ils vont pas en fait, ils vont même pas donner de travail pour ce genre de personnes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Docteur, c'est pas docteur généraliste, médecin généraliste. Ils en ont rien à faire d'aller prendre une généraliste de France. Ils vont prendre dans ce cas-là une généraliste d'Égypte, des trucs qui payent moins. Pourquoi payer un généraliste de France? Bah oui, c'est ça. Alors après, quand il y a des spécialisations, si, il y a des docteurs français, chirurgiens, etc. ici. Ou voilà, spécialisés, mais c'est encore une fois, hein, il n'y a pas beaucoup dans la communauté musulmane en France il y en a pas énormément de docteurs. Je sais pas, en fait, j'en sais rien, mais voilà quoi. Enfin, en tout cas, qui veulent faire la hijra. Il n'y en a pas énormément. Qui veulent faire la hijra. J'ai rencontré un ou deux, je crois, depuis. Voilà. Donc après, c'est voilà, dans des choses spécialisées, oui. Maintenant, par exemple, l'Arabie saoudite beaucoup de travail, donc ça veut dire que ils ne prennent même plus carrément certaines choses. Par exemple, officiellement, les ressources humaines, c'est saoudisé. C'est-à-dire que si tu es, on va dire, t'as vraiment l'anglais, t'as fait un master ressources humaines, je sais pas quoi, enfin j'en sais rien. Non, ici normalement, officiellement, c'est saoudisé. Donc normalement, ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent même pas normalement faire un iqama pour quelqu'un comme ça parce qu'au niveau du gouvernement, en fait, ça va bloquer au niveau du ministère quoi. Bon, c'est des choses comme ça qui voilà. Donc après, il y a l'enseignement, il y a, mais c'est pareil, ils saoudisent aussi. Il y a maintenant, voilà, ils sont en train de dire. Moi, pour vous dire. Dans mon travail, je suis en université et ils ont viré 300 étrangers cette année. L'année dernière, 300 pareil. Ils commencent vraiment à enlever. Les enseignants, ils virent les enseignants et les travailleurs, quoi. Enseignants, oui, enseignants. C'est-à-dire qu'après, maintenant. J'ai entendu apparemment que tout le monde part de l'Arabie Saoudite, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Oui, parce que aussi, c'est pas tenable, les histoires des taxes. C'est très cher. Pas tout le monde part, il y a toujours. C'est important dans le sens où il faut se dire aussi que la hijra, en fait, c'est du long terme. Il faut toujours penser long terme. Parce que c'est vrai que, par exemple, là, on parle du fait de payer des iqamas, etc. Ok, ça permet de venir, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être viable sur le long terme? Oui, alors ça, oui. Il y a des pays où on va aller, on va trouver un travail. Après, si on perd ce travail, on peut rebondir sur un autre travail. On n'est pas obligé de quitter le pays parce qu'on a perdu notre travail. Alors, je te dirais oui et non. Je te dirais oui et non parce que c'est un piège d'être comme ça. C'est-à-dire parce qu'il y aura jamais, tu sais quoi, la hijra, ça t'apprend que le long terme, faut l'oublier. Franchement, t'es pas dans ton pays, t'es un étranger. Surtout,
en ce qui concerne les convertis, ou par exemple quelqu'un qui est français, malien, mais qui va au Maroc, bon bah voilà quoi, il a pas du tout la nationalité. Alors oui et non, parce que regarde, en Arabie, oui, à la fin de mon contrat, mais tu peux faire quand même un transfert. Je peux quand même envoyer mon CV dans d'autres trucs, trouver quelque chose d'autre et faire un transfert. Tu comprends? Et ça, il y en a plein qui le font. Il y a quand même, tout le monde ne sort pas d'Arabie pour revenir non, il y a le transfert d'Iqama. Voilà. Donc ça, moi, j'en connais plusieurs, hein, qui le font. Et, voilà, quoi. Donc ça, non. Voilà, il y a ça. Donc ça, voilà, alhamdoulilah, il n'y a pas forcément besoin de sortir. Maintenant, encore une fois, au niveau de la communauté française, il y en a très peu qui ont un travail, qui sont venus avec un travail en Arabie. La majorité, Allahu A'lam, ce sont les étudiants en sciences islamiques. Et après, il y a ceux qui ont acheté les iqamas et je dirais après, il y a ceux qui travaillent. Mais c'est pas énormément au niveau de la communauté française. Ceux qui sont venus avec un travail de France. Les expatriés, on va dire. Je parle des expatriés de musulmans pratiquants. Hein. Je parle pas des... Voilà, il y a des Français qui sont non musulmans qui sont ici. Bon, on va parler de notre communauté de musulmans pratiquants et voilà. Et donc il y en a peu. Mais voilà, il y a le transfert qui existe. Voilà. Maintenant, comment dire? Après, si tu réfléchis, oui, mais long terme, oui, mais est-ce que j'ai assez d'économie, tu vas jamais bouger. Ça, c'est un truc. Non, mais je pense que le tawakkul, c'est très important. Oui, moi, j'entends très bien. Je pense que les pays du Golfe, hein, moi, selon mon expérience, selon ce que j'ai pu voir, selon des conseils que j'ai reçus des anciens qui ont vécu là-bas, je pense que les pays du Golfe, moi, je pense pas que c'est une bonne solution sur le long terme. Les pays du Golfe, c'est pas des bonnes solutions sur le long terme. Parce que dans les pays du Golfe, en vérité, bon, selon ma conception à moi, la manière dont je vois les choses au jour d'aujourd'hui, maintenant que j'ai des enfants, etc., et que j'ai tourné dans les pays du Golfe, j'ai essayé d'y aller plusieurs fois dans les pays du Golfe. Je pense que les gens qui sont dans les pays du Golfe, au bout d'un moment, il faut qu'ils se disent aussi qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants. Bon, c'est même pas si voilà. qu'on est. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants? Ça veut dire que dans un pays où tu peux pas acheter de terre, ça veut dire que si tu meurs, tes enfants, tu n'auras rien pu leur construire. Et puis aussi, au bout d'un moment, il faut aussi que les frères qui sont là-bas, ils se disent aussi, ta culture, parce que tu l'apprends encore, tes enfants. Parce que moi, je suis originaire d'Afrique et je sais que en voulant tout le temps aller dans les pays du Golfe, je me suis beaucoup arabisé. Bon, je suis désolé, hein, je reviens souvent sur ce sujet, pour ceux qui connaissent mes lives, mais c'est important aussi d'apprendre notre culture à nos enfants, et notre culture africaine, pour moi qui suis originaire d'Afrique, etc. Donc, j'aime la culture arabe, j'ai vécu longtemps dans les pays arabes, etc. Mais aujourd'hui, je pense que je pourrais aller revivre, mais il faut quand même. Je pense que avant d'aller en Égypte, avant d'aller vivre en Égypte, je parle pour l'Égypte, avant d'aller vivre dans les pays du Golfe, il faut avoir une roue de secours avant d'aller vivre là-bas, parce que c'est des pays où du jour au lendemain, tout peut se terminer très très vite. On peut on peut avoir un travail, on peut avoir une situation stable, et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors que, par exemple, en Algérie, au Maroc, en Algérie, au Maroc, etc. Moi, tu dis ça, mais moi, c'est pareil. Moi, je suis converti. Je fais quoi, moi, manager au Maroc? J'ai rien. Déjà, je peux même pas y aller. Le Maroc, il me donne 3 mois. C'est pareil. Non, mais, non, bah, attention, au Maroc, au Maroc, vous, non, au Maroc, c'est pas comme ça. Au Maroc, si vous venez avec une situation stable, etc., vous avez un travail, on va vous donner une carte de résidence. Je connais plein de frères étrangers. Non, mais oui, mais faut l'avoir, le travail. Oui, mais c'est pas compliqué à trouver, hein, sur Tanger, avec un diplôme d'enseignant. Même sans diplôme. Moi, il y a une sœur qui devait témoigner, là, je ne sais pas si elle va arriver. C'est quoi son nom, la sœur? Amina Hassan. C'est ça son nom? Ouais. Elle a pas de diplôme aujourd'hui, elle est enseignante dans une école, voilà, elle est seule ici avec ses enfants, elle est enseignante, elle a son diplôme. Machallah. Je crois qu'elle était rentrée dans le live, je crois qu'elle est ressortie. Peut-être que j'ai pris trop de temps. Moi, vous me stoppez, hein. Y a pas de souci. Hein. Moi, y a pas de. Vous me stoppez, vous me dites ton temps de parole il est fini, y a pas de souci. Mais ouais, d'accord. Chaque pays a ses particularités. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai le parcours de mon frère. Du coup, à travers lui, j'ai vécu des choses. J'ai quand même aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le Maroc, c'est quand même un pays où on peut plus s'établir sur le long terme.
Ah, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Hein, par rapport à ce que j'ai entendu et vu de convertis. Pareil, ouais. Partout, voilà, comme vous l'avez dit, partout, on peut du jour au lendemain vous dire, bon, vous n'êtes pas d'ici, partez, etc. Et tout. C'est vrai. Mais il y a quand même. Mais c'est moins, c'est moins propice au Maroc. Voilà. On peut plus s'établir. Même, j'ai envie de parler aussi de la Turquie rapidement. C'est vrai que. Ah oui, machallah. C'est vrai que ça, c'est une nouvelle destination. Oui. Voilà, où on va aller, on a les FAMA, où au bout de certaines années dans le pays, on peut prétendre à la nationalité, etc. Oui, machallah. Pas forcément de. Donc, il y a des pays comme ça où on peut plus se projeter sur le long terme. Et quand on parle de long terme, c'est important. Parce que, moi, par exemple, je prends mon cas, moi, quand je suis partie de la France, mes enfants étaient en primaire. Aujourd'hui, j'en ai un au lycée, etc. Donc, ça passe vite. Donc, ça passe très vite. Il faut vraiment voir un peu tout le côté, tout ça, en fait. En fait, il y a aussi un autre truc, c'est que voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de retourner à l'université ou de se taper des études, ou qui ne sont pas dans les études, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ne sont pas, on va dire, dans le. En fait, il y a la voie académique pure, etc., mais il y a aussi plein d'autres choses dans lesquelles on peut très bien gagner sa vie et très bien réussir sa vie, et c'est pas forcément la voie universitaire. Et donc, faire un business. Pareil, un business X ou Y. Et ça, les pays du Golfe, en tout cas pour l'Arabie, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plusieurs fois des exemples de frères qui ont ouvert des choses ici et qui se sont fait carotter, on va dire, ou parce qu'il faut se mettre avec un saoudien. Vous nous découragez sur l'Arabie là. En fait, non, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Ouvrir un business ici, c'est extrêmement difficile. Alors là, vous pouvez demander à n'importe qui. Voilà, il faut énormément d'argent, c'est difficile. Il faut se mettre avec un saoudien parce que sinon, si on est tout seul, il faut des centaines de milliers d'euros. Tout le monde n'a pas ça. Et si on se met avec un saoudien, il faut vraiment lui faire confiance. Et des fois, ça se retourne. Donc, il y a plusieurs frères qui ont mis la clé sous la porte. Ça, c'est une vérité. Donc voilà, j'invente rien du tout. Après, moi je vous ai dit l'Arabie, pour moi, c'est plus ok pour quelqu'un qui va venir travailler. On parle pas des étudiants parce que les étudiants c'est une autre situation. Ils sont venus étudier, ils ont l'Iqama de l'université, ça n'a rien à voir. On parle de ceux qui veulent venir ici, qui ne sont pas étudiants. Donc acheter un Iqama. Donc, acheter un Iqama, ça veut dire de ne pas avoir de travail. Tu achètes un Iqama qui va coûter très cher. Et moi, quand je vous dis 5 000 euros, c'est plus dans les 10 000 euros. Et il va falloir payer les taxes sur les dépendants. Donc, les enfants et tout. Je vous ai dit, c'est 100 euros par mois par enfant. C'est énorme, 100 euros par mois, par enfant et plus la fin. C'est un budget qui est énorme. Imaginez ça au bled au Maroc. Pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est pour aller étudier. Après, tu repars. Ça dépend en fait. Si quelqu'un a des compétences, un docteur, j'en connais des gens ici qui sont docteurs, qui sont ingénieurs. Aller travailler en Arabie Saoudite, c'est vraiment si on t'offre de très bonnes conditions de travail. Là, si t'as pas de bonnes conditions de travail, je pense que je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Après, elles peuvent être moyennes. Tout le monde ne sera pas riche dans la vie. Tout le monde en France, il y a des gens, il y a des frères qui travaillent, je sais pas moi. Il y a des travails à 2000 euros quand ils travaillent voilà. C'est vrai que si on regarde le cas de figure d'une personne qui vient de la France, c'est vrai que oui, c'est vrai. Mais si moi je prends mon cas de figure aujourd'hui, on me dit d'aller en Arabie Saoudite, si j'ai pas une superbe situation, j'y vais pas. Moi, je reste tranquille. Non, pas une super. On peut être modèle. Oui, non, ça, je dis pas le contraire. Mais je dis, on n'est pas obligé d'avoir un truc chambé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je parle de mon cas à moi. Moi, en étant sur je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien, franchement, alhamdoulilah. Je suis plus tout jeune pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est ça aussi. Non, je suis plus tout jeune. Je vais patienter. Parce que je suis plus tout jeune, j'ai mes enfants, ils vont à l'école parce que moi, je parle avec des amis qui sont là-bas. Et par exemple, il y a un autre problème en Arabie Saoudite, c'est l'école des enfants, c'est extrêmement cher. Si elle est privée, oui, mais après il y a l'école publique. Après l'école publique, il y a l'école publique, il y a l'école privée. L'école publique, bon, de ce que j'ai entendu, c'est pas. Surtout moi, j'ai mes enfants, c'est des Renois, j'ai pas envie qu'ils aillent subir du racisme. Non, ça c'est vrai qu'il y a un problème de racisme. Ouais, non, ça c'est des choses, c'est des choses auxquelles on pense pas. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Ça, je vais pas me cacher la vérité là, c'est une vérité. J'en ai mis un moi, il est sénégalais.
Sénégalais, malien, il est là-bas. Ouais, Bon, voilà, tomber, il me dit c'est. Donc, il y a du racisme. On va pas dire le contraire. Est-ce que finalement le conseil la hijra pour une femme seule qui a un travail, par exemple un diplôme, etc., ou pas en Arabie? C'est possible, oui, c'est possible. Mais jamais je conseillerais à une femme seule d'aller acheter un iqama pour venir ici. Non, jamais. Non. Après, elle vit comment, en fait? Elle va faire quoi, en fait? À moins qu'elle ait un business de fou qui tourne en France. Mais je connais pas de cas de figure comme ça de femme célibataire. Ou alors, et si elle a pas d'enfant, parce que Après, en fait, ou alors qu'elle ait un travail en ligne, mais qui rapporte vraiment, comme on dit, pour la faire survivre, non, pas survivre, vivre en Arabie avec ses enfants si elle a des enfants. Parce que si elle n'a pas d'enfants, c'est une chose. À partir du moment où et il y a aussi une solitude en Arabie Saoudite. Ça, il faut il faut le savoir, ça. Les femmes célibataires, tout le monde est marié ici. Tout le monde est marié. Les gens, c'est des étudiants, ils sont mariés. Les sœurs, elles n'ont pas le temps, en fait. Elles ont tout simplement pas le temps. Donc, il y a quand même une... Ça, excuse-moi de vous couper, ça pose une question qui peut être intéressante. C'est que il n'y a pas moyen de possibilité, par exemple, de se lier avec des locales, des femmes qui vivent là-bas, des Saoudiennes. Si, mais c'est pas des cultures qui sont très ouvertes, comme par exemple, de temps en temps, peut-être il y en avait une qui va te dire oui, salam alaikum, tu viens d'où, ah machallah et tout. Ça va pas dire qu'elle va t'inviter demain chez toi, chez elle, je veux dire. Tu comprends? Ça peut arriver, mais par exemple, moi, ça m'arrive parce Après, que les Saoudiens, les Saoudiens, ils sont très fermés. Les Saoudiens, ils sont très fermés. Les Saoudiens, c'est moi, je trouve que les Émiriens, c'est pire. J'ai trouvé que pire, c'était les Émiriens. Encore pire. Les Émiratis, c'est pire. Moi, je vous dis, dans le Golfe, ceux qui sont très ouverts, il y a 3 pays. Il y a les Koweïtiens. Ah ouais? Je savais pas. Ouais, les Koweïtiens sont très ouverts, ils sont ouverts. Ensuite, il y a les Qatariens. Franchement, les Qataris, franchement, c'est des crèmes. Moi, j'ai un ami Qatari, il vient chez moi. Là, en ce moment, il est même au Maroc, à Tanger. Hier, j'étais avec lui. Un ami Qatari, très gentil. Les Qataris, j'ai dormi chez lui. Les Qataris sont très ouverts, sont très gentils. Et le top, c'est les Omanais. Ah oui, les Omanais, oui. C'est connu, ça. Les Omanais, c'est des crèmes. Et le sur-top, c'est les Yéménites. Ah oui, mais les Yéménites. Après, c'est pas vraiment c'est golf, mais c'est spécialiste. Bon, ouais, les Yéménites sont gentils, mais bon, il y a la guerre, quoi. C'est les Arabes, mais bon, ils ont pas d'argent. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Mais bon, en tout cas, les gens, ça leur a pas excuse-moi, en fait, ce parcours-là, c'est pas dans le sens, moi, je parle d'une réalité économique, dans le sens, non, mais on parle de femmes célibataires. On parle de femmes célibataires. On parle beaucoup du reste sur plein de destinations, même sur la Hijra de manière générale, etc. Et c'est vrai que c'est bien de dire aux gens la réalité des choses, comme ça, s'ils viennent en connaissance de cause, etc. Donc oui, c'est pas impossible, mais voilà, il faut savoir que, il y a Voilà. Je dis pas que c'est pas impossible, je dis pas que, je dis voilà, en tant que femme célibataire, déjà avoir la langue, au moins l'anglais, parce que moi, ce que j'ai connu, c'est par exemple sœur qui vient ici, qui n'a ni l'anglais, alors ni l'arabe, genre 3 mots d'arabe, mais une galère les Français, on est nuls en anglais, c'est ça le problème. Ouais, bon, va falloir changer ça, hein. Ça, c'est des trucs, écoute, moi, personnellement, en arabe, je suis converti, je connaissais que dalle. J'ai commencé avec des cours ici et là. Après, j'ai acheté aussi des méthodes quand j'avais rien, pas de sœur sur la main. J'ai dit bon, après, on peut, mais bon, l'arabe, c'est différent. Alors que l'anglais, c'est facile. On est nul en anglais, j'ai dit les Français, malheureusement. On est oui, non, j'ai compris, oui. Non, mais je comparais avec moi quand je suis pour l'arabe. Mais bon, et l'arabe, c'est plus difficile que l'anglais. Donc l'anglais, c'est pas très difficile comme langue à apprendre. C'est une langue romaine, latine, quand même. Je veux dire, c'est pas. Après, voilà, c'est chacun. Si elle n'a pas besoin, elle n'a pas besoin. Alhamdoulilah. Mais c'est quand même un truc qu'il faut penser. Pour les pays du Golfe, en tout cas. Le live est coupe là, on reprend tout de suite. Ah ouais, d'accord. Comme tous les 1 heure, le live est coupe, on reprend tout de suite, Inch'Allah. Ok.